Bonjour à tous, bonjour à tous mes frères et sœurs, bonjour à tous, tous, tous les citoyens, ivoiriens, bonjour à tous les citoyens militants pour la paix, bonjour à la grande majorité silencieuse, bonjour à tous les Ivoiriens de partout dans le monde. Bonjour aux Ivoiriens du Qatar, bonjour aux Ivoiriens de l'Italie, à tous les Ivoiriens des États-Unis, à tous les Ivoiriens de la France, à tous les Ivoiriens de la Chine, du Japon, à tous les Ivoiriens de l'Espagne, de l'Italie, de la Suisse, de la Suède, de la Norvège, du Danemark, du Canada. Bonjour à tous les Ivoiriens sur le continent. Bonjour à tout le monde. Je voudrais vraiment, avec vous, ensemble, comme je l'ai annoncé, aborder le sujet de nos parents, nos frères, nos sœurs, réfugiés un peu partout dans le monde, tous les Ivoiriens, les réfugiés ivoiriens qui sont un peu partout dans le monde, dont aujourd'hui, dans le rapport des Nations Unies, il reste encore 56 222 Ivoiriens qui sont encore réfugiés. Je ne dirais pas en exil, mais je dis réfugiés. Et je voulais vraiment aborder ce volet, une partie, en tout cas une partie de nos frères, aborder ce sujet avec vous. Bonjour à Karnani, si c'est Soul, bonjour à toi. Et je voulais vraiment qu'on en parle ensemble, qu'on réfléchisse ensemble et qu'on puisse aborder les réels problèmes, les réelles difficultés, l'aide que l'État leur accorde, comment ils sont aussi des otages de certaines personnalités politiques, et que vraiment on puisse aborder ce sujet-là et trouver ensemble un moyen, comment on peut aussi aider les responsables politiques et les partis politiques. On a aussi là en tant que citoyen d'accompagner l'État à réussir là où c'est un peu difficile, à être quand même apporter aussi la voix de la société civile voilà, au grand jour, la voix de la société civile dans un débat politique en tant que citoyen. C'est à nous quand même de porter aussi ces sujets-là et d'en parler. C'est vrai, avec certes un peu de distance, mais avec toute la vérité et ce qui ne va pas et ce qui va dans notre société. Donc je voulais vraiment aborder ça avec vous. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on parle un peu des Ivoiriens, des réfugiés ivoiriens qui sont un peu, on appelle les oubliés de la société ivoirienne. Il y a deux sortes de réfugiés ivoiriens dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, la liste, je l'ai publiée sur mon mur. Le record des réfugiés se trouve au Libéria. Ensuite, on a le Ghana. Ensuite, on a la Guinée, on a le Togo. On a presque tous les pays. Les Ivoiriens réfugiés sont un peu partout, dans tous les pays, dans la sous-région. Et ils sont aussi... Bonjour à Hassan Songouin. Merci à toi. Et ils sont un peu partout. Ils sont au Cameroun. Ils sont dans tous les pays africains. Et puis... on observe sur le continent, en tout cas le continent africain, on observe que depuis les indépendances, on a de plus en plus de réfugiés continentaux, c'est-à-dire des pays, des réfugiés sur le continent. Or, regardez, depuis le Soudan, depuis les années 1993, les réfugiés de la Somalie sont toujours réfugiés. Depuis 1993, ils sont toujours réfugiés. On a le Soudan, on a dans tous les pays africains, à chaque crise, à chaque difficulté, on se retrouve avec toujours des réfugiés qui un peu partout, qui flottent sur tout le continent. Et donc, en tant que citoyens pour la paix, nous devons aussi nous pencher sur cette difficulté qui fait partie de notre société, malheureusement, qui fait partie de notre société. Et merci Hassan, merci. Et qui est très sensible, douloureux pour nous-mêmes, pour nos autorités, pour tous les Ivoiriens dans ensemble. Je pense que c'est ensemble qu'on doit porter ce regard et porter une réflexion constructive, apporter des analyses constructives pour pouvoir aider la consolidation du tissu social, pour participer aussi à la construction de cette paix. C'est de prendre tous ces éléments-là qui sont des sources de conflits plus tard, de pouvoir les traiter avec intelligence, avec raison, avec bon sens, afin de ne plus répéter les histoires, les crises, les difficultés que nous avons vécues dans le passé. Donc, on les appelle les oubliés de la société. Il y a deux sortes de réfugiés, effectivement. Les réfugiés ivoiriens, il y a deux sortes de réfugiés.
Il y a les réfugiés sans argent, qu'on appelle les sans argent, les sans argent, les sans espoir, les sans soutien. Ceux-là sont les oubliés de la société. Il y a deux catégories de réfugiés. Les sans argent, les sans espoir. Ceux qu'on appelle les pauvres, les réfugiés pauvres, qui n'ont pas de moyens, qui se débrouillent comme ils peuvent, qui parfois, par l'aide de leurs proches ou leur famille, qui reçoivent par-ci et là de l'aide, mais il y a ceux qui n'ont pas de proches, qui n'ont pas de famille en Europe, qui n'ont rien. Ces réfugiés-là sont les oubliés, ce sont les riens de la société. Les riens de la société. Et il y a des réfugiés argentés. Il y a des réfugiés argentés. Donc les réfugiés argentés, ce sont les responsables politiques qui ont certains responsables politiques, en tout cas, qui ont gouverné avec le régime précédent, qui ont leurs moyens, qui vivent en dehors des camps de réfugiés, qui sont en ville, qui vivent dans des appartements de luxe, qui vivent dans des pavillons de luxe, qui vivent dans des résidences fermées et qui sont entre eux parce qu'ils estiment qu'ils sont d'une autre classe sociale, ils ne peuvent pas se mélanger avec les riens, les réfugiés, les riens. Donc les riens, ce sont les réfugiés qui n'ont rien, qui ne leur ressemblent pas, les réfugiés pauvres. Cécile Yao, bonjour ma soeur, bonjour ma fille. Et donc, il y a deux catégories de réfugiés. Ça veut dire, dans le malheur, on arrive à mettre à l'écart ceux qui ne nous ressemblent pas encore, de les mettre à l'écart et d'être entre nous qui avons les moyens, nous qui nous ressemblons, nous qui pouvons nous soigner, parce qu'ils ont les moyens financiers. Et ces réfugiés qui sont sous les camps, ils n'ont pas les moyens, financiers, ils n'ont pas de revenus, ils ne bénéficient pas des rentes. À part l'aide des organisations et de l'État, ils ne bénéficient d'absolument rien. Donc, ils sont abandonnés, ils sont livrés à eux-mêmes, d'autres se livrent à la prostitution, les hommes comme les femmes, d'autres se livrent à toutes sortes de commerce inhumains, d'autres même arrivent aujourd'hui à vendre leurs organes. Leurs organes. Il y a des réfugiés ivoiriens qui sont en Algérie, et entre la Libye et l'Algérie, qui sont aujourd'hui comme une marchandise humaine, qui malheureusement tombent dans la main des mafieux et puis qui se retrouvent un rein arraché, soit on leur retire des organes et puis parfois ceux qui meurent, on les jette comme ça dans le désert. Donc il y a une vraie réalité, il y a une souffrance, il y a une difficulté. Merci à Nina Douza, bonjour. Et il faudrait que nous, en tant que citoyens, nous abordons ces sujets-là. Donc vraiment, aujourd'hui, mes frères, mes compatriotes, mes amis citoyens pour la paix, mes amis citoyens militants pour la paix, je voulais vraiment avec vous aborder la difficulté que traversent les réfugiés ivoiriens, aborder aussi avec vous l'aide que l'État leur accorde, aborder aussi avec vous comment les politiques politisent l'aide de l'État, comment les politiques utilisent les réfugiés pour arriver à leur fin personnelle. Ensemble, on va aborder ça parce que plein de réfugiés ivoiriens, d'autres meurent en mer, d'autres ils sont remplis au Maroc. Regardez aujourd'hui le Maroc, il y a plein d'Ivoiriens qui sont malheureux au Maroc, qui sont là-bas, qui sont livrés à toutes sortes de choses un peu inhumaines. Et ils sont là-bas, d'autres espèrent prendre la mer pour arriver en Europe. Combien de milliers d'Ivoiriens réfugiés meurent aujourd'hui en dehors de leur pays, de leur terre. Donc on n'en parle même pas, on ne peut même pas compter combien de réfugiés meurent sur les camps de réfugiés, parce qu'il y a plusieurs camps de réfugiés. Il y a les camps de réfugiés en Guinée, camps de réfugiés au Libéria, au Ghana, au Togo, au Bénin. Un peu partout dans la sous-région, il y a des réfugiés qui sont un peu partout. Et donc, on va aborder ça aujourd'hui ensemble. Les difficultés, l'aide que l'État leur apporte. Et tout ceci, il faut les traiter. C'est sans langue de bois. On ne va pas se cacher, c'est sans langue de bois. C'est des choses où chacun va donner sa part de vérité et comprendre un peu comment et sensibiliser nos parents réfugiés, nos frères, parce que ce sont nos frères et nos sœurs, ces réfugiés qu'on appelle les sans, les riens, les sans argent. Oui, je veux qu'on parle aujourd'hui de ceux qu'on appelle les riens, parce qu'ils sont quelque chose, ils sont des êtres humains, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, ils sont aussi ivoiriens comme nous. Même s'ils n'ont pas d'argent,
l'argent, même s'ils n'ont pas les moyens que les réfugiés argentés, c'est aussi des êtres humains. Et c'est à nous de porter leur voix, c'est à nous de porter leur message, et c'est à nous de militer afin que nos frères puissent rentrer dignement, retourner dans leur pays d'origine, qui est notre terre à tous, pour qu'ils puissent rentrer. Et c'est aussi une manière pour nous aussi d'accompagner l'État, d'accompagner les gouvernements, de pouvoir prendre en charge au mieux nos compatriotes. Donc je voulais vraiment aborder ça avec vous. Venons sur les réfugiés, donc j'ai expliqué les deux catégories de réfugiés, effectivement qu'il y a les réfugiés sans argent et les réfugiés argentés, les argentés qui vivent en ville et les sans argent qui vivent sous des bâches depuis 7 ans aujourd'hui, qui sont sous des bâches sur les différents camps de réfugiés. Voyez mes frères, le problème des réfugiés, il faudrait qu'on puisse le traiter sans être des militants, sans être des militants. Nous, en tant que citoyens, nous devons faire du social. Et il ne faut pas instrumentaliser la difficulté de nos frères à un besoin politique ou instrumentaliser à notre guise personnelle. Donc vraiment, j'observe depuis 7 ans, il y avait plus de 200 000 réfugiés ivoiriens. D'abord, je vais remercier les autorités ivoiriennes. Oui, je vais remercier les autorités ivoiriennes. Je vais remercier aussi la ministre qui a remplacé Anne Loto, donc la ministre Koné, qui est ministre de la Solidarité, qui essaie de faire mains et pieds comme elle peut, même en difficulté avec certains politiques sur place sur les camps de réfugiés, qui essaie de toujours pousser pour pouvoir aider les Ivoiriens réfugiés à pouvoir rentrer chez eux. Donc, il faut respecter les institutions, je l'ai toujours dit. Moi, je suis respectueuse des institutions. Je respecte les institutions de mon pays. Même si je peux critiquer ceux qui incarnent les institutions, mais je respecte les institutions de mon pays. Et dans le respect des institutions de mon pays, je remercie la ministre de la Solidarité qui continue toujours à tendre la main à ses compatriotes qui sont encore sur les camps de réfugiés. Donc, il y a quand même plus de 56 000 qui sont sur les camps de réfugiés. Ceux qui vivent sous les bâches, les réfugiés qui vivent sous les bâches, ils ont des réelles difficultés. Ils souffrent et ils ont des réelles difficultés. Et les difficultés sont diverses. Depuis 2015, les organisations, en tout cas les organisations internationales, donc les donateurs, ont supprimé les dons. Depuis 2015, les donateurs ont supprimé les dons. Il y avait une aide humanitaire, donc c'était le riz, l'huile, que beaucoup d'organisations internationales, avec l'appui de l'État ivoirien, distribuaient aux réfugiés, apportaient comme aide alimentaire aux réfugiés sur les camps de réfugiés. Mais il s'est trouvé que l'aide alimentaire qu'on accorde aux réfugiés, qu'on apporte aux réfugiés, donc les vêtements, la nourriture, le riz, l'huile, le savon, il s'est trouvé sous les camps des réfugiés qu'il y avait certaines personnes qui étaient comme des responsables qui vendaient le riz aux réfugiés sur les camps des réfugiés. C'est-à-dire dans le malheur, le riz qu'on apporte, l'huile qu'on apporte, même les enveloppes d'argent, parce que chaque mois, les réfugiés, ils reçoivent une enveloppe d'argent pour pouvoir faire leurs petites dépenses, leur transport. Mais toute cette aide était détournée de façon un peu malhonnête. Le riz, on leur donnait un peu de riz et le reste se retrouvait sur les marchés ghanéens, sur les marchés togolais, sur les marchés béninois. L'aide qu'on apporte aux réfugiés, on leur apporte le riz, c'est-à-dire le blanc qu'on insulte tous les jours, c'est le même blanc qui apporte du riz à vos parents sur les camps des réfugiés. C'est lui qui apporte l'huile à vos parents sur les camps des réfugiés. C'est lui qui apporte médicaments à vos parents sur les camps des réfugiés. C'est lui qui apporte habits sur les camps des réfugiés. Et ces habits-là, l'huile, le riz, les habits, se retrouvent sur les marchés ghanéens, sur les marchés togolais. Et les réfugiés, les sans, les riens, sont sans rien. Ils se retrouvent à commander pour manger. Ça veut dire dans la difficulté que vous vivez ensemble, vous traversez ensemble une difficulté. On vous apporte l'aide, vous détournez l'aide là. Et vous ne donnez même pas à ceux qui doivent bénéficier de cette aide-là. Ils ne bénéficient pas de ça. Vous vendez ça, ça devient un business fructueux sur les camps de réfugiés. Voilà la réalité sur les camps de réfugiés. Et cette réalité, il faut que la dénoncer, il faut en parler. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Les réfugiés ne bénéficient pas totalement de l'aide qu'il leur a accordée.
L'aide est détournée de façon malhonnête et des personnes de mauvaise foi, de peu de foi, des personnes malsaines, ils prennent cette aide pour aller vendre ça sur les marchés. Donc, les réfugiés se retrouvent avec 2 grains de riz, parfois, pas d'huile, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, en 2015, l'aide alimentaire accordée aux réfugiés a été supprimée. Parce que les pays, tous les pays qui ont accueilli les réfugiés ivoiriens, avec l'Union européenne, les Nations unies et l'État de Côte d'Ivoire, il y a eu une réunion en juillet 2015, je crois bien si ma mémoire est bonne, une réunion où on estime que la Côte d'Ivoire est sortie des crises et que les Ivoiriens peuvent rentrer chez eux. Parce qu'on estime que la Côte d'Ivoire est sortie des crises, les Ivoiriens peuvent rentrer chez eux. Donc cette aide-là aujourd'hui est suspendue. Parce que, voilà, ils peuvent rentrer chez eux. Mais ceux qui n'ont rien, qui sont encore sur les camps des réfugiés, les riens, il y a une souffrance déjà qui est psychologique. Il y a un vrai traumatisme. Les Ivoiriens, tous les Ivoiriens dans leur ensemble, de tous bords politiques, nous avons tous vécu un gros traumatisme de cette guerre de 2011. Ça a été un traumatisme pour tous les Ivoiriens. Chacun se travaille comme il peut, c'est comme un deuil pour pouvoir surmonter cette difficulté. Il y a d'autres qui sont plus fragiles que d'autres. Si en cela, je pose le problème des réfugiés qu'on appelle les riens. Ceux qui sont vraiment sur les bâches. Je ne parle pas des réfugiés qui sont en vie dans leur pavillon. Ils ont leurs moyens. Quand ils sont malades, eux, ils peuvent se soigner. Leurs enfants vont dans les grandes écoles. Mais ceux qui sont sur les camps des réfugiés, quand ils sont malades, il n'y a personne. Il n'y a plus personne parce que les donateurs ont suspendu l'aide. Les donateurs ont suspendu l'aide. Donc, ils n'ont plus rien. Ils ne savent plus qui s'y compter. Ils sont dans un désespoir, mais on les fait espérer qu'ils peuvent attendre qu'il y a Gbagbo qui va venir un jour. Donc, ces personnes-là sont dans un désespoir, mais on leur fait espérer qu'ils peuvent attendre. La réalité, il faut que chacun dise sa part de vérité. Chacun doit dire sa part de vérité. Les gens sont sur les camps de réfugiés, ils sont en grande souffrance. Vous êtes assis dans les pavillons, vous vivez avec vos femmes, vos enfants, ils vont dans les grandes écoles, ils poursuivent leurs études. Mais combien de jeunes Ivoiriens aujourd'hui, les étudiants qui sont allés sur ces camps de réfugiés, combien ont perdu leur scolarité? Combien ont gâché leur année scolaire? Combien ont abandonné les études? Combien ont abandonné les études? Combien ont abandonné leurs études aujourd'hui? Combien? Combien ont abandonné leurs études? D'autres, ils ne vont plus à l'école. Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, il y a de réelles difficultés. Et quand l'État, ces difficultés sont vraiment là, sont présentes. Donc, je voulais poser une question. Si vous avez des proches qui sont réfugiés, responsables politiques, qui ont travaillé avec le régime précédent, posez-leur la question de savoir est-ce qu'ils ont une fois dormi sous la bâche avec un réfugié pour comprendre ce qu'il vit réellement. Bonjour mon frère Tom Cacao du côté des États-Unis. Thomas Thiro, salut à toi. Je salue toute l'Amérique. Combien sont allés dormir sous les bâches là et leurs frères, comme ils les aiment plus que tout le monde, combien sont allés dormir sur les bâches avec eux? Ils sont tous assis, c'est-à-dire ils sont mis à l'écart. Eux, ils sont d'une classe sociale aisée, et puis les autres sont les pauvres. Donc on ne peut pas se mélanger avec les pauvres. Mais les pauvres là, vous les exploitez, vous les utilisez à votre guise personnelle. Parce que ce n'est pas une cause que vous défendez votre soleil. Et vous prenez ces pauvres, les riens, les cendres, les riens. C'est comme ça on les appelle. Nos propres frères qui souffrent aussi psychologiquement, qui sont atteints. C'est difficile pour tout le monde. Vous les appelez les riens. Ils ne sont pas des riens. Ce sont nos frères à nous. Ils ne sont pas des riens, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des riens, ce sont des Ivoiriens. Et ces difficultés, il faut qu'on en parle. L'aide alimentaire aujourd'hui, l'aide alimentaire est suspendue. Avant de suspendre l'aide alimentaire, les réfugiés arrivés sur les camps de réfugiés, comme je le disais, l'État, souvent les gens disent, c'est les organisations qui nous aident, ce n'est pas l'État de Ouattara qui nous aide. Mais ces organisations-là, l'État de Ouattara paye le rôle que jouent ces organisations. Donc ça veut dire,
l'Ivoirien, là, le contribuable ivoirien, là, on contribue à l'aide qu'on apporte à nos frères sur les camps de réfugiés. Parce que l'État de Côte d'Ivoire décaisse de l'argent. L'État de Côte d'Ivoire accompagne ces ONG, ces organisations pour pouvoir subvenir aux besoins minimums de ces réfugiés. Donc, quelque part, l'État vous aide aussi. Les Ivoiriens vous aident aussi. Les organisations, ils ne ramassent pas l'argent. Ils ne cueillent pas l'argent. Ce sont les dons de tous les pays de l'État de Côte d'Ivoire qui donnent une grande partie, qui apportent. Parce que les accords, quand on signe, les accords au niveau des droits de l'homme, au niveau de la protection des civils, au niveau... Tous ces accords-là, c'est payant, ce n'est pas gratuit. On participe. Financièrement, la Côte d'Ivoire participe financièrement à ces accords-là. Donc, quand la Côte d'Ivoire a des difficultés, ces organisations, oui, sont là pour accompagner les réfugiés ivoiriens parce que l'État de Côte d'Ivoire cotise aussi. Bien. Et les réfugiés sont sur les camps des réfugiés. Les organisations ont estimé qu'il y avait beaucoup d'étudiants sur les camps des réfugiés. Donc, il faut mettre en place les 4, qu'ils appellent les 4 vertes, pour aider les réfugiés ivoiriens, les réfugiés ivoiriens, surtout les étudiants, à pouvoir, pour venir soit pour pouvoir avoir un visa d'étudiant pour le Canada, pour la France, pour pouvoir intégrer des universités au niveau, en fonction de leur dossier au niveau international. Mais ces 4 qui ont été mis en place sur les camps des réfugiés, nous pouvons demander aujourd'hui, en tant que société civile, de nous faire le rapport des Ivoiriens qui ont bénéficié de ces 4. Nous pouvons demander à ces responsables qui sont sur les camps des réfugiés. Parce que les réfugiés, les sans, les riens, ils vivent sur les camps. Mais ceux qui sont dans les pavillons, c'est eux qui ont la gestion de toutes ces aides-là. On peut leur demander aussi de nous faire une liste, de nous faire un bilan. Un bilan de l'aide qui a été accordée aux réfugiés. Et qu'est-ce que les Ivoiriens ont bénéficié de quoi exactement? Les réfugiés étudiants ivoiriens, ils ont bénéficié de quoi? Les 4 qu'on donne pour pouvoir aider les étudiants à aller au Canada pour intégrer les universités, pour apprendre, pour continuer leur scolarité, à venir en France avec les partenariats. Même en Europe, ces 4-là, les Ivoiriens, combien d'Ivoiriens étudiants réfugiés ont bénéficié de ces 4? Ces 4-là sont devenus le business de certains responsables sur les camps des réfugiés. Ils prennent ces 4-là, ils vont vendre ça aux Ghanéens, aux Togolais. C'est-à-dire que les Ivoiriens qui sont étudiants, nos frères qui ont leur scolarité suspendue par peur, qui ont pris la fuite, parce que la guerre était quand même terrible, elle a été horrible, elle a été traumatisante pour les Ivoiriens. Ceux qui ont fui cette guerre de 2011, des étudiants ne bénéficient pas de cette carte-là. Et on la prend, on la vend à des Ghanéens, à des Togolais, qui eux ne sont pas en crise. Qui vend? Ça, c'est une réalité. La question là, il faut qu'ils nous expliquent combien d'Ivoiriens étudiants ont bénéficié de ces cartes. Il faut qu'ils nous expliquent. C'est pas parce qu'on est réfugié qu'on ne doit pas rendre compte au peuple. Non. Il faut qu'ils nous expliquent. Ces réfugiés argentés là, ils doivent nous expliquer ce qu'ils ont fait de l'aide que les organisations, que l'État a apporté aux Ivoiriens qui souffrent réellement. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quand vous regardez les étudiants, on vous dit, les réfugiés ivoiriens qui arrivent au Canada, ce sont des Ghanéens. La Côte d'Ivoire est un pays francophone, nous ne parlons pas anglais. Notre langue nationale, c'est français. On ne parle pas anglais. Mais ces étudiants, quand ils arrivent au Canada, ils sont accueillis par les organisations. Ils ne parlent même pas un mot de français. Ils parlent en anglais. Ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Et pourquoi c'est eux qui bénéficient de ces cartes? C'est parce qu'il y a des personnes malhonnêtes sur les camps de réfugiés qui détournent l'aide qu'on accorde à nos frères et nos sœurs et qui vont donner ça, qui vont vendre ça pour leur business. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait sur Gbagbo, là, ils font ça encore sur les camps de réfugiés. Et ça, c'est une réalité. Dire cette vérité n'est pas dire qu'on n'aime pas les réfugiés. C'est parce qu'on les aime justement. Nous, on aime ceux qu'ils appellent les riens. Parce que ce sont nos frères. Ils sont quelque chose, ils sont ivoiriens. Vous voyez? L'aide est détournée. Souvent, on leur demande de payer pour pouvoir bénéficier de la carte dont ils ont droit. Parce que c'est un droit. C'est un droit. C'est un droit en tant que réfugié. Il y a d'autres qui sont dans la diaspora. Ceux que vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux.
Ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui sont les premiers à insulter l'État de Côte d'Ivoire dans tous les sens, qui sont les premiers à insulter tout le monde, qui se disent qu'ils sont les Gbagbo ou rien, qui attendent le retour de Gbagbo. Ils ont profité de ce business-là. Leurs frères sont en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas réfugiés. Parce qu'il y a la liste des réfugiés. Ils font venir leurs frères au Togo ou au Ghana pour dire venez. Comme il y a un truc là, il y a quelqu'un là-bas qui peut vous trouver la carte là pour venir. Venez. Et puis ils appellent leurs frères, ils l'inscrivent. Ou ils appellent leur cousin, ils l'inscrivent. Ou ils appellent leur femme. Leur mari, ils inscrivent leur mari, leur femme. Et puis tu retournes en Côte d'Ivoire pour vivre tranquillement. Et quand on doit accorder les cartes là maintenant, eux ils vont payer, eux ils vivent en Europe. Ils vivent en Europe. Donc pour eux, pour payer 1000 euros, c'est pas grave. Ils vont payer la carte là dans la main de certains responsables sur les camps des réfugiés. Ils vont payer pour faire venir leur femme ou bien leur mari ou leur enfant ou leur cousin qui est à Abidjan, qui va venir les retrouver en France. Mais le réfugié ivoirien qui est sous la page là, lui, à quel moment lui va bénéficier de cette carte? Le réfugié ivoirien, c'est lui qui souffre. À quel moment il va bénéficier de cette carte? Et c'est ceux-là, vous allez les voir, ils sont nombreux sur les réseaux sociaux. C'est ceux-là qui font croire à nos frères réfugiés qui souffrent d'attendre le retour de Gbagbo, que Gbagbo va venir les sauver. Ils ne sont pas capables de dire la vérité à leurs parents. Humainement, ils ne sont pas capables. L'être noir est devenu comme un robot. L'Africain a perdu tout sentiment. L'Africain est devenu comme un robot. L'humanité n'est plus en lui. L'humanité n'est plus en nous. Nous sommes devenus insensibles à la souffrance des autres. Nous sommes devenus juste égoïstes. Ce qu'on reproche aux autres, c'est ce que nous sommes devenus. On est devenus insensibles à la souffrance. Nous, Africains, nous, l'Afrique, berceau de l'humanité, nous, l'Afrique, hommes sensibles, hommes de cœur. L'Africain n'a plus de cœur. On n'a plus de cœur. Tellement qu'on est pris par ces petites politiques politiciennes. On n'a plus de sentiments. On n'a plus de cœur. Des gens qui souffrent sur les camps de réfugiés, vous leur arrachez le riz. Vous leur arrachez l'huile. Vous leur arrachez même petite enveloppe qu'on leur accorde pour qu'ils puissent vivre décemment. Pour qu'ils puissent vivre comme des êtres humains. Vous leur arrachez ça. Allez-y voir sur les camps de réfugiés. Comment nos frères ivoiriens sont. Est-ce que vous-même, vous pouvez dormir sur une bâche pendant 7 ans? Déjà qu'on est loin de sa terre. On a une blessure qui est profonde. Au-delà de cette blessure, et qu'on est maltraité par ses propres frères, la douleur est encore plus grande. La douleur est encore plus grande. Et ses frères se sont abandonnés. Ils sont oubliés par la société. Même nous-mêmes citoyens ivoiriens. On a peur de les regarder. On a peur de penser à eux. De peur de revivre le cauchemar que nous avons vécu en 2012. Parce qu'ils nous rappellent le traumatisme. Alors on préfère fermer les yeux, faire comme si les réfugiés ivoiriens n'existaient plus. Ils n'existaient pas, alors qu'en réalité, nos frères ils sont quelque chose, ils sont ivoiriens, ils existent. On ferme les yeux parce qu'on a peur de se rappeler de ce mauvais souvenir. C'est un déni de réalité. Pour se protéger, on préfère faire comme s'ils n'existaient pas. Mais mes frères, mes soeurs, les réfugiés ivoiriens existent. Les vrais, ils existent. Ceux qui souffrent réellement, ils existent. Ceux qui sont sous les bâches, les sans-argent, ils existent. Ils existent, les sans-argent. Et ceux-là, nous devons leur tendre la main. Nous devons leur tendre la main. Ils sont en grande souffrance. Nous ne pouvons plus continuer à les manipuler. Nous devons arrêter de leur mentir. Nous devons arrêter de leur faire croire que Gbagbo revient. Gbagbo ne revient pas. Gbagbo ne revient pas. Il faut arrêter de mentir à ces pauvres personnes qui ont déjà tout perdu, qui sont dans le désespoir. Ils sont dans un désespoir. Et nous les faisons croire que Gbagbo arrive, ils attendent Gbagbo. Il faut leur dire la vérité. Gbagbo ne viendra pas. Ils vont attendre Gbagbo jusqu'à quand? Ça fait 7 ans qu'ils dorment sous des bâches. Ça fait 7 ans qu'ils dorment par terre. Ça fait 7 ans qu'ils dorment en plein air. Ça fait 7 ans qu'ils regardent le ciel tristement. Ça fait 7 ans qu'ils attendent un espoir. Ça fait 7 ans que des enfants qui sont nés en 7 ans, ça fait 7 ans qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Ça fait 7 ans qu'ils sont abandonnés. Et on leur fait croire que Gbagbo va venir pour les sauver.
Est-ce que Gbagbo les a sauvés pendant 10 ans? Et c'est maintenant qu'il va les sauver de la prison. Il a gouverné pendant 10 ans, il les a sauvés. Et c'est maintenant qu'il va les sauver de la prison. Il faut arrêter de mentir à nos frères. Il faut arrêter de leur mentir. L'État essaie de faire son minimum. Je ne dis pas son maximum. L'État fait son minimum. Mais nous, citoyens, si en haut on fait le minimum, nous en bas, nous devons faire le maximum. Pour accompagner l'État à faire plus et à faire un maximum. Mais si en bas, on déstabilise l'État, si en bas, on combat l'État qui fait le minimum, nos frères vont rien recevoir, ils vont souffrir davantage. Donc, nous en bas, faisons le maximum, dans la paix, dans le dialogue, dans la vérité, pour que l'État qui est en haut puisse faire un maximum pour nos frères. Leur tendre encore la main à nouveau. Pour que l'État puisse leur tendre à nouveau la main. Que l'État puisse les accompagner. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos frères et puis depuis 7 ans, ils souffrent. Nous avons été incapables de les aider. Nous avons été incapables de les aider. Nous avons été incapables de les aider. Ils souffrent. Ils continuent de souffrir. Et nous leur demandons de souffrir davantage. Alors que nous, on ne souffre plus. Pourquoi? J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, quand l'État a déployé la ministre de la Solidarité pour aller rencontrer les réfugiés ivoiriens. Pour échanger avec eux, dialoguer avec eux, afin de les accompagner. Comment faire pour les accompagner? Sur les camps des réfugiés, il y a des formations. Il y a des formations. Des choses sont mises en place, il y a des formations. Menuiserie, boulangerie, il y a des formations. Nous, en tant que citoyens, nous devons encourager nos frères qui sont sur les camps de participer à ces formations-là. Participez à ces formations pour que votre retour au pays soit utile pour vous-même et pour vos proches. Repartir avec quelque chose, avec une connaissance. La ministre de la Solidarité et de la Famille arrive au Ghana. Il y a certains responsables politiques qui politisent ça. Ils prennent les réfugiés en otage. Et ils font leur petite politique politicienne. Pendant qu'eux-mêmes, ils négocient derrière leur retour, ils demandent aux réfugiés d'être insolents, de manifester contre la venue de la ministre de la Solidarité et de la Famille. La ministre de la Santé, de la Solidarité et de la Famille, Madame Ramatou Kone, Marietou Kone, elle arrive au Ghana et ils organisent des manifestations contre son arrivée. Pendant qu'eux-mêmes, derrière, ils négocient leur retour. Vous voyez, ça c'est des choses, spirituellement, c'est un péché. Je trouve que c'est malsain, spirituellement c'est malsain. Vous ne pouvez pas négocier, vous, votre retour, et demander aux réfugiés de manifester contre l'État, la représentante de l'État qui veut vous aider à vous réintégrer dans la société. Vous demandez à ces pauvres que vous appelez les riens de manifester parce que pour eux, ce sont vos otages, c'est eux qui sont votre monnaie d'échange pour négocier votre différents postes et votre différentes enveloppes. Mais qui négocie pour les réfugiés ivoiriens? Parce que moi, je ne vous appelle pas réfugiés. Les réfugiés argentés, ce ne sont pas des réfugiés pour moi. Moi, les réfugiés, c'est ceux qui n'ont rien. Ceux qui souffrent. Ceux qui sont sur les camps. Ceux qui, quand ils sont malades, ils n'ont rien d'autre. Ceux qui, quand ils doivent dormir la nuit, ils regardent la lune. Et puis, ils demandent à Dieu, est-ce que tu es là-haut? Ceux qui, quand ils se réveillent le matin, ils regardent le ciel avec leurs enfants. Pour dire, qu'est-ce que je vais trouver à manger pour donner à mon enfant? C'est à cela, moi, je pense. Vous qui sont dans les pavillons, vous n'êtes pas des réfugiés. Vous avez vos moyens. Vous avez vos moyens pour vivre. Vous soignez vos enfants. Vous vous soignez vous-même. Et ceux qui n'ont rien, qui les aident, qui négocient pour eux. L'Africain est devenu inhumain. L'Africain est devenu sans cœur. L'Africain est devenu ce robot qui n'a plus de sentiments. L'Africain est devenu ce robot qui n'a plus de sentiments. Les gens souffrent. Vous les regardez souffrir et vous leur remplissez de faux espoirs parce que vous négociez votre business. Vous négociez votre business. La réalité, elle est là. Quand l'État envoie quelqu'un, si vous êtes vraiment des responsables, vous devez les organiser. Pour dire où nous sommes ici. La réalité, elle est là. C'est vrai que nous sommes des responsables politiques proches de l'ancien régime. Mais le procès là aujourd'hui, voilà la vérité sur le procès. Mes frères,
et mes soeurs, organisons-nous, on va rentrer dans notre pays. On est mieux chez soi qu'à l'étranger. On préfère mourir chez soi qu'à l'étranger. On préfère mourir chez soi qu'à l'étranger. Parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est et j'ai vécu, je sais ce que c'est. Moi, j'ai ma famille qui est réfugiée. Donc, je sais ce que c'est que d'être réfugié. Je l'ai côtoyé ce que c'est que être réfugié. Mon oncle a perdu sa femme au Ghana. Une jeune femme de 32 ans. Valentine. Une magnifique femme. Et moi, avant de venir en France, je me suis battu pour que mon oncle puisse épouser cette jeune fille. Parce qu'elle était magnifique. Valentine est morte au Ghana. Valentine est morte au Ghana. Juste après l'accouchement. Hémorragie interne, elle est morte. Elle a été enterrée au Ghana. Elle a été enterrée au Ghana. Mon oncle a du mal à rentrer chez lui. Il ne peut pas rentrer sans Valentine. Alors que Valentine a été enterrée au Ghana. Combien de réfugiés sont morts sur les camps de réfugiés et qui sont enterrés à l'extérieur de leur pays? Ça, ce sont les causes que nous devons défendre. Nous devons militer pour des causes. Il y a des familles qui ont perdu leurs maris, leurs enfants, leurs épouses sur les camps de réfugiés. Et qui sont dans la réelle difficulté psychologiquement. Qui ont du mal à abandonner le corps de leurs proches à l'étranger et qui veulent rentrer. Si vous les aimez tant, pourquoi on ne s'organise pas pour les aider à aller même ramener le corps de leurs parents et qu'ils puissent rentrer? Non, vous les maintenez sur les bâches pendant que vous vivez, vous négociez votre business. Vous voyez? C'est malsain. C'est malsain. C'est malsain. C'est malsain. Et pourtant, c'est vous qui priez en longueur de journée, mais c'est malsain. Comme on dit en France, celui qui parle beaucoup de Dieu, il a beaucoup de choses à se reprocher. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de Dieu. Vraiment, c'est malsain. Vous faites tout est politique. Vous politisez tout. Tout est politique. Mais faisons du social. Faisons du social quand il s'agit de la vie humaine. Quand il s'agit de la vie humaine, faisons du social. Faisons de l'humanitaire. Tout n'est pas que politique. Tout n'est pas que argent. Il y a la vie humaine qui compte au-dessus de tout. Combien sont morts aujourd'hui partout? Combien meurent au Maroc? Combien meurent en mer? Combien sont morts en Libye? Au Liban? En Irak? En Arabie Saoudite? En Algérie? En Tunisie? Combien d'Ivoiriens souffrent pendant que nous sommes sur les réseaux sociaux à appeler à la haine et à la guerre? Combien de nos frères souffrent? C'est triste. C'est triste. C'est par la paix, par la construction de la paix que nous pouvons aider nos frères et nos sœurs. Ils sont dans le traumatisme. Ils n'ont plus envie de revivre ce qu'ils ont vécu en 2011. Ils n'ont plus envie de revivre ce cauchemar. Déjà, le cauchemar leur fait peur. Ils ont peur de rentrer. Et nous sommes certains sont sur les réseaux sociaux à solliciter la haine et la vengeance. Quelle aide nous apportons à nos frères et sœurs? Bonjour mon frère Zasso. Merci beaucoup. Quelle aide apportons-nous à nos frères et sœurs? L'aide sévère psychologique. Nous devons apporter la paix. Nous devons militer pour la paix. C'est dans la paix qu'ils peuvent se reconstruire. Ce n'est pas dans la guerre ni dans la haine. On ne se reconstruit jamais dans la haine et dans la guerre. La guerre détruit, la haine détruit. C'est la paix qui construit. Nous devons être des citoyens et non des militants. Mais on transforme tout en politique. Quand l'État apporte l'aide, vous insultez l'État. Mais vous, si vous pouvez les aider là, pourquoi vous n'avez rien fait pour eux jusqu'à présent? Ça fait 7 ans et puis ils sont encore sur les bâches et vous dormez dans les pavillons. Pourquoi? Essayez de changer vos enfants, donc allez dormir sur les bâches un peu et puis eux, ils vont dormir dans le lit. Excusez-moi. C'est une réalité. C'est une réalité que vivent nos frères et sœurs. C'est une réalité. Vraiment. Vraiment. Il faut qu'on pense à nos frères et sœurs. Il faut qu'on arrête un peu de tout politiser, de tout faire en politique. C'est toujours la faute de celui-là. C'est la faute de ceci.
Moi, j'appelle à la responsabilité des responsables politiques qui sont sur les camps de réfugiés. Nous savons tous que chacun négocie son entrée. J'appelle à votre sens de la responsabilité. Pas à votre sens de militantisme politique, mais à votre sens de la responsabilité. À votre sens de la responsabilité. Pensez à ces sans-argent. Pensez à ces nombreux enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Pensez à eux comme vous pensez à vos enfants. Pensez à leurs parents comme vous pensez à vous-même. Pensez un peu. Pensez humainement. Pensez spirituellement. À vos frères qui souffrent réellement. Pensez à eux. Pensez à eux. Il n'y a personne pour penser pour eux. Pensez à eux. Excusez-moi mes frères. Un instant. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais penser un peu à eux. Pensez un peu à eux. Ils sont en réelle souffrance. Pensez à eux comme vous pensez à votre propre chair. Ils sont la chair de d'autres. Pensez un peu à eux. Ils ont assez payé comme ça pour vous. Laissez-les se reconstruire. Laissez-les. Acceptez qu'on puisse les aider afin qu'ils puissent rentrer chez eux. Ne les prenez pas en otage. Gbagbo ne reviendra pas pour les sauver. Ne les prenez pas en otage. Ils sont otages de certains responsables politiques qui les maintiennent pour pouvoir faire leur business, pour négocier leur retour. Quand vous négociez vos retours, vous négociez qu'on puisse vous nommer ministre, vous négociez qu'on puisse vous nommer ambassadeur, vous négociez qu'on puisse vous réintégrer de façon noble dans la société. Est-ce que vous négociez pour eux? Les sans-argent qui négocient pour eux, qui négocient pour leurs enfants, qui négocient pour leur papa, qui négocient pour leur maman. Quand l'État veut aider, même si c'est peu, encourageons l'État à faire plus. C'est ça aussi notre rôle de responsable. Encourageons l'État à faire plus. Ne combattons pas l'État, mais nous devons encourager l'État à faire plus pour aider réellement les familles qui souffrent. Il y a les réelles souffrances. 80% des réfugiés viennent de l'Ouest. Ils sont où? Ils sont des Djiglo, des Taï, de Diokwe, de Boroleke, de Tabou. Ils sont de l'Ouest. 80%. 80% des réfugiés viennent de l'Ouest. Qui va les aider? À part l'État qui peut les aider. À part l'État qui peut les aider. Nous avons démontré que nous sommes incapables de les aider. C'est pour ça que depuis 7 ans, ils sont sous les bâches. Si on pouvait les aider, vous êtes assis là, les réfugiés argentés, vous avez l'argent. Pourquoi vous ne prenez pas un immeuble, des immeubles au Ghana, au Togo, pour pouvoir les héberger dans ces immeubles? Mais vous êtes dans des cités, vous êtes dans des résidences privées. Eux, ils sont au bord de la mer, comme la merde que la mer rejette. Ils sont au bord de la mer, comme la merde que la mer rejette. Et vous êtes là. C'est-à-dire, il faut qu'ils aillent loin de vous. Ils doivent être loin de vous. Ils sont loin de vous. Vous n'avez aucun regard sur eux. Quand la représentante ou un représentant de l'État doit arriver, alors là, vous courez sous les bâches, vous êtes habillés tranquillement, vous allez là-bas sous les bâches pour faire ça, parce que c'est vous qui êtes les interlocuteurs directs. Alors que vous ne leur apportez absolument rien. Pourquoi vous êtes devenu aussi insensible à la cause humaine? Pourquoi? Pourquoi? Rester à l'étranger, mourir à l'étranger. Et pourtant, nous sommes capables d'aider l'État à organiser leur retour.
80% sont de l'Ouest. D'autres ont peur. D'autres ont perdu leur maison. D'autres ont perdu leur terre. D'autres ont perdu leur mari. Il y a ce traumatisme psychologique qui est là. Donc, il faut aider l'État à les aider. Comment réfléchir ensemble? Comment réfléchir ensemble pour les réinsérer dans la société ivoirienne? C'est aussi ça notre rôle des citoyens. C'est notre rôle des citoyens, ça. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Nous ne pouvons pas tout politiser. Nous ne pouvons pas utiliser la misère de nos frères pour s'enrichir. Nous ne pouvons pas utiliser la misère de nos frères pour être nommés à des postes d'institution. Non. Vraiment. Il faut aider nos frères, ces réfugiés qui ne sont, ces réfugiés sans argent. Les oubliés de la société ivoirienne. Les sans argent. Les sans argent. Ce sont les oubliés de la société ivoirienne. Et vous les utilisez, vous les instrumentalisez. Ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Pour souvent offenser, dans leur souffrance, vous utilisez leur misère pour offenser les autorités. Pour dire, c'est à cause des autorités ivoiriennes actuelles que vous souffrez. Mais ce n'est pas à cause des autorités actuelles qu'ils souffrent. C'est à cause de vous qu'ils souffrent. C'est à cause de vous qu'ils souffrent. C'est vous qui avez échoué hier. C'est pour ça qu'ils sont là. Si vous avez réussi, là, ils n'allaient pas se retrouver sous les bâches. C'est parce que vous avez échoué qu'ils sont sous les bâches. Donc c'est à cause de vous qu'ils souffrent. Ce n'est pas à cause de Ouattara. Non. Vous expérimentez leur souffrance. Quelqu'un qui souffre, qui se réveille le matin, qui n'a pas de maison. Quand tu as une maison que tu n'as plus et que tu dors sous les bancs depuis 7 ans, vous leur expliquez que c'est à cause du gouvernement actuel qu'ils souffrent. Mais vous avez joué quel rôle dedans et puis ils souffrent. Quel est votre rôle? Quelle est votre part dans leur souffrance? C'est parce que vous avez échoué hier qu'ils souffrent aujourd'hui. Si vous avez échoué hier, réussissez aujourd'hui pour qu'ils ne souffrent plus. Participez au dialogue pour qu'ils ne souffrent plus. Construisez un projet de retour avec eux pour qu'ils ne souffrent plus. Ne construisez pas seulement que vous, votre retour. Mais eux, leur retour. Vous devez penser à eux d'abord avant de penser à vous. Parce que c'est à cause de vous qu'ils souffrent. Vous devez penser à eux avant de penser à vous. Dans la discussion même avec les représentants de l'État, vous ne parlez jamais d'eux. Vous parlez toujours de vous. Vous qui avez mangé hier, vous parlez de vous aujourd'hui. Parlez un peu des sans-argent. Ce sont des êtres humains comme vous. Ce sont des citoyens ivoiriens comme vous. Ils sont ivoiriens comme nous. Parlons aussi d'eux. Vraiment, c'est une réelle souffrance. Et je vais appeler à la responsabilité de tous ces responsables politiques qui ont gouverné avec le régime précédent et qui sont aussi en exil avec tous ces réfugiés. De construire un projet pour les sans-argent. Parlez d'eux. Dans les discussions avec l'État, parce que vous dialoguez avec l'État, vous discutez avec l'État, mais vous parlez que de vous, de vous, de vous, de vous, de vous et vos enfants. Mais qui va parler d'eux? Quand on demande à l'État de faire quelque chose, vous dites non, vous ne voulez plus dialoguer. Là, parce que c'est visible. C'est visible. Les gens souffrent. Vous êtes insensible à leur souffrance. Ça ne vous dit rien. Parce que la politique, pour vous, c'est tout. La petite politique politicienne. C'est tout ce qui vous intéresse. Tant que les réfugiés sont là, c'est qu'on est sûr que notre retour, on est sûr d'avoir notre poste. Tant que les réfugiés souffrent, on est sûr que Ouattara, ça va faire pression. On va utiliser les réfugiés pour faire pression sur Ouattara. Comme ça, il va nous accorder des postes ministériels ou des postes à des institutions, nous nommer à des institutions. Tant que les réfugiés sont là, c'est que nous, on peut avoir quelque chose. Non, vous ne pouvez plus avoir quelque chose. Les réfugiés ont assez payé pour vous. Ils ne vont pas continuer à payer. Les enfants ont perdu leur scolarité. Les enfants ont perdu leur scolarité. Regardez la Côte d'Ivoire. Les filles ivoiriennes sont des prostituées, mais partout. Les hommes se prostituent.
parce qu'ils sont en souffrance. C'est l'image de notre pays à tous. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. Dans le monde, les rapports des organisations, quand vous prenez la vie des réfugiés ivoiriens, notre fierté est emboîtée. Cette fierté que Houphouët-Boigny nous a donnée, nous avons honte aujourd'hui sur le continent. Parce qu'on n'a pas été capable de construire la paix. On n'a pas été capable de construire la paix. Et certains veulent toujours construire leur haine et leur guerre. L'Ivoirien a honte. L'Ivoirien qui marche et que les gens sortent en France pour observer, pour regarder, pour dire, celui-là c'est un Ivoirien. L'Ivoirien a honte. Parce que nos parents, nos frères et sœurs sont dispersés sur tout le continent. Ils sont livrés à eux-mêmes. Notre fierté, c'est de construire cette paix. Notre fierté, c'est d'amener la Côte d'Ivoire à la paix et non à la guerre. Notre fierté, c'est de réussir la paix que vous avez échoué. C'est ça notre fierté. Et nous allons réussir cette paix. Avec tous les citoyens de la paix, nous allons sensibiliser. Nous allons rentrer là où il faut rentrer. Parce que nous ne voulons plus revivre ce cauchemar. Nous ne voulons plus revivre cette tragédie. La Côte d'Ivoire ne doit plus vivre dans le sang. La Côte d'Ivoire ne doit plus se livrer à la guerre. Nous avons un gros retard. Nous n'allons pas rajouter au malheur encore un autre malheur. On n'a même pas fini de faire rentrer encore d'autres des réfugiés ivoiriens. On va rajouter aux réfugiés encore des réfugiés. Non. Non, on ne veut plus la guerre. Non. La Côte d'Ivoire ne doit plus vivre encore dans la guerre. Non. Nous devons construire des projets de société. Des projets de développement. Accompagner. On n'est pas que dans l'opposition pour être dans l'opposition. On accompagne l'État. Quand on organise une élection, celui qui est là, on fait des propositions, on dit voilà, dans tel secteur, voilà pour nous ce qu'on te propose. C'est comme ça on fait la politique. On n'est pas que dans la contestation. La politique, ce n'est pas d'insulter l'État. Vraiment, mes frères. Voilà le message à l'encontre de mes frères qui souffrent sur les camps de réfugiés. Ne suivez pas ces politiciens qui pensent à eux. Ils ne pensent pas à vous. Nous allons supplier l'État à nouveau de vous tendre la main. Nous allons appeler à l'aide au chef de l'État ou à son gouvernement de vous tendre à nouveau la main. Nous sommes combien d'Ivoiriens dans la diaspora? En France, nous sommes plus de 100 000 Ivoiriens. Nous sommes plus de 100 000 Ivoiriens dans la diaspora. Voyez mes frères, il y a que, on va arrondir 57 000 Ivoiriens. Si chaque Ivoirien était parrain d'un réfugié, nos frères seraient rentrés aujourd'hui. L'État même serait fier de nous. Si chaque Ivoirien de la diaspora était parrain d'un réfugié, il y a combien? Il n'y a que 57 000 réfugiés ivoiriens. Si chaque Ivoirien, humainement, était parrain d'un seul réfugié, serait un grand pas pour la paix. Nous pouvons construire des projets. Nous ne sommes pas obligés de faire que de la politique politicienne. Il ne suffit pas d'insulter les autorités, d'aider les autorités, d'aider l'État. L'État, c'est la continuité. L'État, ce n'est pas un homme. L'État, c'est nous tous. Mais il y a un représentant de l'État qui est le chef de l'État. C'est pour ça qu'on dit le chef de l'État. On ne dit pas l'État tout court, on dit le chef de l'État. Parce que l'État, c'est nous tous. Et il y a un chef au-dessus de nous tous. C'est lui le chef de l'État, le président de la République. Nous devons aider l'État à aider nos frères. Nous ne devons pas être les personnes qui empêchent nos frères de vivre mieux. Il faut qu'ils se reconstruisent. Il faut qu'ils se reconstruisent. Le traumatisme est grand. Surtout à l'ouest, ils ont peur de repartir là-bas. Il y a des réalités, il y a des difficultés, il y a des souffrances. Et c'est par la paix que nous pouvons apaiser cette souffrance qui est en eux. Et ce n'est pas par la haine. Vous voyez, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. La démocratie aussi, c'est ça. Ça fait mal. C'est comme ça. La démocratie, ce n'est pas qui a raison. Hein. C'est pas ça la démocratie. Mes frères, voyez, je vais rebondir sur le traumatisme de nos frères est grand. Il y a un grand traumatisme. Aidons-les.
Aidons ces réfugiés. Ne les encourageons pas. Ils sont souvent sur les réseaux sociaux, ils font de la politique, ils font ceci. Gbagbo revient, attendez, Gbagbo arrive. Gbagbo ne viendra pas. La preuve là, la nourriture qu'on vous donne là, ils ont vendu ça. Habits qu'on vous donne là, ils vendent. Les cartes qu'on doit vous donner pour voyager là, eux-mêmes ils font leur business avec ça. L'État, nous devons supplier l'État à vous tendre la main à nouveau. Nous devons supplier l'État à vous tendre la main à nouveau. Respectez l'État. Vous êtes réfugié. Normalement, dans les statuts, dans la Convention de Rome, quand on obtient le statut de réfugié, ça veut dire que son pays d'origine, là, on ne doit plus partir là-bas. Quand on obtient le statut de réfugié, ça veut dire qu'on a décidé de renier son pays d'origine. En tout cas, tu le renies. Le jour que tu dois partir, ton statut de réfugié, on met fin, tu redonnes leur carte, tu dis je ne suis plus réfugié, je rentre chez moi. Donc quand tu es réfugié même normalement, tu ne dois pas te mêler de la politique de ton pays d'origine. Ça, ce sont dans les statuts. Ton droit, c'est que la Convention internationale puisse te protéger en tant que réfugié. On te protège. Parce que dans la Convention de Genève, on doit te protéger. On doit protéger tous les citoyens qui a peur, qui se sent menacé de son pays d'origine, qui a peur, on doit le protéger. Mais quand on te protège là, tu as des devoirs à respecter. Tu as aussi un devoir à respecter en tant que réfugié. Une fois que tu as la carte de réfugié, que tu bénéficies de l'aide qu'on accorde aux réfugiés, tu ne dois pas te mêler de la politique de ton pays d'origine. Surtout, ne pas prôner des menaces qui vont à l'encontre de la sûreté de l'État. Tu ne dois pas écrire, même dire des choses qui vont à l'encontre de la sûreté de l'État. On peut même t'arracher la carte de réfugié. Et on considère que tu n'es plus réfugié, tu es un immigré. Parce que normalement, tu ne dois pas te mêler de la politique de ton pays d'origine. Parce que tu as renié ton pays, tu n'es plus ivoirien, tu es réfugié. C'est ça être réfugié. Vous avez vos droits, mais vous avez aussi des devoirs. Les gens ne vous disent pas la vérité. Il y a un carnet qu'on vous donne quand on est réfugié. Il y a un carnet de réfugiés qu'on vous donne. Dans ce carnet-là, lisez le règlement qui est dedans. Il y a des règlements. Il y a des articles de loi. La loi dit, quand tu es réfugié, on te protège. Nous, on est là pour te protéger. Les conventions disent on te protège. Mais quand on te protège là, le pays qui t'a accueilli là, tu dois respecter ses lois. Ton pays d'origine, sa politique là, tu ne te mêles plus parce que tu n'es plus ivoirien. Tu n'es plus ivoirien, tu ne te mêles plus de la politique de ton pays. Si tu continues, l'État peut prendre des sanctions pour dissoudre même ton titre de réfugié, ton statut. Tu deviens un citoyen normal. Tu es un immigré comme tout immigré. On considère que tu n'es plus réfugié. Puisque tu fais de la politique. Et vous êtes sur les camps de réfugiés, ils ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas la vérité. Vous faites politique. Aujourd'hui, là, on ne vous explique pas pourquoi les donateurs ont suspendu l'aide qu'ils accordaient. Parce qu'ils considèrent que vous faites de la politique. Ils considèrent que vous n'êtes plus des réfugiés. Donc les donateurs des organisations, ils ne donnent plus d'argent. Excusez-moi. Tu ne dis rien parce que je suis en arrière. Tu vas me fâcher comme ça. Oui, d'accord. Tu as perdu quoi? Très bien. Bon, à tout à l'heure. Non, je finis d'abord. À tout à l'heure. Merci. Donc, une fois que tu es réfugié, pardonnez, excusez-moi, une fois que tu es réfugié, tu dois avoir tes droits, mais tu dois respecter. Tu dois respecter, tu as aussi des devoirs. Donc, mes frères qui êtes sur les camps de réfugiés, on ne vous dit pas la vérité. La vérité, on ne vous la dit pas. Pourquoi aujourd'hui les organisations ont suspendu l'aide? Demandez aux réfugiés, ils ne reçoivent plus d'aide. Pourquoi? Parce que quand on regarde tous vos profils Facebook, vous êtes réfugiés, mais vous faites politique.
Vous faites politique. Quand les responsables politiques veulent faire leur business, c'est-à-dire veulent faire pression pour dire à Ouattara, mais tiens, nous on est capable, hein, on fait pression, ils vous utilisent. Et vous acceptez. Naïvement, vous acceptez. On considère que vous n'êtes plus des réfugiés, que vous êtes des immigrés, vous avez envie de vivre, bah oui, comme tout Africain. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a les Ghanéens, il y a les Maliens, il y a les Togolais, il y a les Guinéens, il y a les Burkinabés, il y a les Sierra Léonais, il y a les Libériens, il y a les Congolais, il y a les Camerounais, il y a les Tchadiens, il y a les Mauritaniens, il y a les Marocains, il y a les Libanais, il y a les Iraniens. Les 53 États africains sont représentés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils sont des réfugiés? Ce ne sont pas des réfugiés. Ce ne sont pas des réfugiés. Ce sont des citoyens. Voilà, africains qui ont décidé de vivre en Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment qu'ils peuvent vivre là, ils se sentent bien là. On vit là où on se sent bien. Ce sont des citoyens africains. Donc, le comportement que vous avez sur les camps des réfugiés, alors que vous souffrez en réalité et on vous manipule là, on considère que vous êtes aussi comme vos frères africains qui vivent en Côte d'Ivoire. Vous êtes pareil comme eux. Donc, sur les camps, vous êtes là-bas là. On considère qu'on ne peut plus vous s'occuper de vous. Vous n'êtes plus réfugiés puisque vous faites politique. Donc, il faut que vous preniez conscience que... Il faut que vous preniez conscience. Il faut que vous preniez conscience que vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Parce que vous pensez que les gens qui vous aident, ils sont sur les réseaux sociaux. Regardez, ils ont les pages Facebook. Hein. Quand ils prennent le nom des réfugiés, là, quand ils sont assis dans leur bureau, là, ils vont sur vos profils. Ne pensez pas que vos profils Facebook, là, on ne sait pas. Par vos profils Facebook, là, on sait quel ordinateur vous utilisez. On sait quel abonnement. On sait très bien quel téléphone vous utilisez. Avec ça, simplement, là, on sait sur quel camp de réfugiés vous vous trouvez. On sait sur quel camp de réfugiés vous vous trouvez. Ce n'est pas les faux profils qui vont changer quelque chose. Un jour, il y a un qui m'écrit, qui me dit, oui, parce que je suis un responsable politique, je suis réfugié, donc je n'ai pas envie de dévoiler mon identité. J'ai commencé à rire. Il dit, monsieur, il dit, le téléphone que vous utilisez ou l'ordinateur que vous utilisez là, c'est un faux alors. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que vous pensez que là, vous êtes assis actuellement au Ghana, il ne sait pas que vous êtes au Ghana. Il dit, ah bon, comment tu sais ça? Il dit, non. Parce que vous vous amusez, vous savez, vous qui avez fabriqué Facebook. Donc, il faut que chacun soit responsable à son niveau, même à son humble niveau, pour sensibiliser. Un réfugié, c'est celui qui va trouver refuge chez quelqu'un d'autre parce qu'il a peur, il a des difficultés dans son pays. Donc, tu dis, j'ai des problèmes dans mon pays. Là-bas, on me traumatise. Je n'ai pas la liberté d'expression. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. On dit, bien. La convention te protège. Ils vont venir, on va te recevoir chez nous. On peut refuge. Tu vas trouver abri chez nous. Mais chez nous, où tu trouves abri là, tu dois te comporter de façon correcte pour ne pas nous mettre en difficulté diplomatique avec ton pays d'origine. D'abord, un. Aujourd'hui là, le Ghana là, vous allez partir bientôt, ils ne veulent plus vous accepter. Parce que vous mettez les relations diplomatiques en difficulté. Le Togo là, eux-mêmes, ils ont déjà des problèmes. Depuis longtemps, ils ne veulent plus vous accepter. Ils ne veulent plus vous accepter. Vous mettez en difficulté les relations diplomatiques. C'est pareil, le Libéria là. Ils ne veulent plus. Vous les mettez en difficulté diplomatique avec la Côte d'Ivoire. Donc quand tu trouves refuge chez ton voisin, il faut respecter ton voisin. Il faut respecter les lois de ton voisin. Il a ses relations diplomatiques avec ton pays d'origine. Et à un moment donné, il va l'obliger de te lâcher. Aujourd'hui, on fait des rapatriements. Aujourd'hui, après la réunion qui s'est passée à Abidjan, les pays qui vous reçoivent aujourd'hui, là, les responsables ne vous disent pas sur les camps de réfugiés, mais les pays qui vous reçoivent aujourd'hui, là, ils ont décidé à Abidjan que la Côte d'Ivoire n'a qu'à venir prendre leurs ressortissants. Ils ne sont plus responsables de quelqu'un. Donc, la Côte d'Ivoire est obligée de mettre en place un truc de rapatriement pour que vous rentriez chez vous. Ayez votre projet. Discutez avec les représentants de l'État qui arrivent. Aujourd'hui, là, vous pouvez apprendre la pâtisserie, la boulangerie. Apprendre même comment on plante les pommes de terre. Pommes de terre, là, 2 seulement à 1000 francs à Abidjan. Et si vous apprenez à cultiver la pomme de terre, mais vous avez besoin de souffrir comme ça là-bas où vous êtes. Quand vous rentrez là, même allez-y louer une petite terre. Vous cultivez vos pommes de terre. Vous-même, vous vendez ça au marché. On les appelle les maraîchers. Vous savez les maraîchers en Europe ici. On les appelle les maraîchers. Ceux qui ramènent les fruits et légumes frais. Ce sont les maraîchers. Mais ceux qui ont de l'argent. Ce sont les projets. On peut vous accompagner à ça. Mais vous faites la politique politicienne. Vous vous mêlez de tout. Vous êtes en souffrance. Et alors qu'on vous a abandonné.
Ne poussez pas le peu qui reste, qui pense à vous abandonner de nouveau. Ressaisissez-vous. On fait croire, il y a une liste là, ils vont partir bientôt en Europe. Mais quelle Europe? Depuis vous êtes là-bas, là, qui va partir en Europe? Ils font leur business. Donc vraiment, mes frères, moi j'implore à nouveau l'État. Je l'ai dit la dernière fois. Quand le représentant, le porte-parole du gouvernement, monsieur Bruno Koné est venu en France pour faire le bilan du chef de l'État, je suis allé là-bas. Je vois les gens qui disent non, 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 on ne va pas parce que nous, on n'est pas en Ouattara, on ne va pas écouter. Je dis, moi, je vais écouter le représentant chef de l'État. J'ai été invité et j'étais la seule qui était assise dans la salle. Quand je me suis levé pour dire, je m'appelle Naounou Gouza, tout le monde s'est retourné pour me regarder. On dit, mais qu'est-ce que Naounou Gouza fait ici? J'ai dit, mais monsieur le président, j'ai dit, monsieur le ministre, je suis Naounou Gouza, mais je suis parmi Diomandé, je suis parmi les Ouattara. Parce que je suis une Ivoirienne. Je me dois d'être là. Et j'ai échangé avec le porte-parole du gouvernement à l'époque. Je lui fais part à nouveau de la difficulté de ses compatriotes qui sont encore en exil. Effectivement, il a dit, quand l'État se démêle pour apporter une aide, ils en font une histoire politique. Et il m'a même dit, Madame Naounou, rapprochez-vous de Madame Annou Loto. Parce que les réfugiés ivoiriens, 80% sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voyez, quand les gens ils se démêlent pour vous aider, soyez disponibles pour qu'on puisse vous aider. La politique, là, ça a envoyé la guerre. La politique a envoyé la guerre. Elle a été inévitable. Malheureusement, elle a été inévitable. Mais aujourd'hui, soyons des citoyens et non des militants des partis politiques. Soyons des citoyens à la construction de la paix. Les hommes politiques, là, ils ont envoyé la guerre. Mais nous, les citoyens, là, construisons la paix et puis imposons la paix aux hommes politiques. C'est notre rôle. Nous devons imposer la paix aux hommes politiques. Parce que c'est eux qui vont envoyer la guerre. Nous n'avons pas envoyé la guerre. Nous, on a dit, nous, quand venir nous gouverner, puis on va être bien. On n'a pas dit, nous, quand venir faire la guerre. Mais la guerre était inévitable, malheureusement. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que des citoyens? C'est recoller les morceaux. Recoller les morceaux de cette carte de la Côte d'Ivoire qui a été déchirée. On va essayer de recoller les morceaux. Recoller les morceaux. Il y a des blessures. Il y a des cicatrices. Mais nous devons recoller les morceaux. Vraiment, j'appelle à la responsabilité, au bon sens, à l'intelligence, à la raison des hommes politiques qui sont avec leurs frères réfugiés sur les camps de réfugiés. Je ne fais pas leur procès. Et je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Mais je leur demande de faire mieux. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Mais je leur demande de faire mieux. Je leur demande d'être des pères. Et de regarder les réfugiés, les sans-argent, comme leurs enfants. De penser à eux comme leurs enfants. De penser à ces femmes-là comme leurs épouses. De penser à ces hommes comme leurs époux. De penser à ces familles comme leurs familles. Oui, c'est ça. C'est ce que je demande. C'est ce que nous attendons des responsables politiques. C'est ce que nous attendons des responsables politiques. Et je voulais profiter de cet instant pour lancer un appel. Je peux dire, il est personnel. Il est personnel. Et c'est depuis très longtemps, j'y pense. Je voulais lancer un appel à notre mère, notre maman à tous, Madame Nyosoa, qui est une femme de culture, qui est une femme, elle est fille de divinité, Nyosoa Angèle. Elle s'appelle Nyosoa, et Nyosoa, ce n'est pas un nom anodin. Nyosoa veut dire Dieu. Elle s'appelle Dieu. Et je voulais lancer cet appel-là à ma mère Nyosoa, si elle m'écoute de là où elle est. Elle porte le nom de la divinité. Elle est arrière-petite-fille de divinité. Elle est petite-fille de divinité. Elle est fille de divinité. Elle est elle-même divinité. Et elle a rehaussé la culture, qui est la culture ouais, sur un plan très symbolique et fort. Je lui lance un appel. J'ai parcouru, en France ici parcouru, beaucoup de mes sages parents, ouais, pour leur dire, il faudrait que nous allons chercher Maman Nyosoa,
qu'il y a une délégation qui va aller la chercher au Ghana. Parce qu'en tant que divinité, il faut qu'elle rentre pour prendre le flambeau. On n'abandonne pas la loge quand on est divinité. Maman Nyossoa, si tu m'entends de là où tu es, une divinité n'abandonne pas la loge. Une divinité n'abandonne pas sa loge. C'est une transmission. Tu dois rentrer sur ta terre pour rehausser cette culture. La culture où elle t'attend. Fille de divinité, toi-même divinité, maman Nyossoa, si tu m'entends de là où tu es, la culture où elle t'attend, la loge t'attend, c'est toi qui as la clé de la loge. Dieu ne se fâche pas. Tu t'appelles Nyossoa. Dieu ne se fâche pas. Dieu ne se met pas en colère. Dieu doit toujours pardonner et doit accepter les situations. Tu portes un nom qui est symbolique. Tu portes un nom qui est symbolique. Rentre chez toi. Rentre chez toi. La loge t'attend. Rentre chez toi. Le festival des masques t'attend. Rentre chez toi. Tu ne peux pas rester à l'étranger. Tu ne peux pas abandonner la loge. Et j'implore vraiment les autorités en nouveau de retendre la main à leurs compatriotes. Je demande au cadre de cette région qui a été maîtrise dans les... de se mobiliser pour faire rentrer Maman Nyossoa. De faire rentrer Maman Nyossoa. Maman Nyossoa, la loge t'attend. N'abandonne pas la loge. Ne laisse pas la loge. Tu dois rentrer chez toi. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Dieu ne se fâche pas. Tu as un nom de divinité. C'est un message que je voulais adresser à notre mère, à Maman Nyossoa, qui est encore au Ghana. Et que je souhaite vraiment, de tout mon cœur, de tout mon esprit, que la sagesse nous amène vraiment à la raison, afin que notre mère là, elle puisse rentrer dans son pays d'origine. Donc voilà sur les réfugiés ivoiriens, surtout sur les réfugiés ivoiriens. Je voulais aussi terminer rapidement sur les prisonniers politiques. Sur les prisonniers politiques. Beaucoup m'ont interpellé sur le cas des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je pense que je vais être très brève au-dessus. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente et nous la connaissons tous. Nous la connaissons tous. C'est vrai. Quand on fait une guerre, on a des otages de guerre. Quand on fait une guerre, quand on perd la guerre, on a des otages de guerre. Mais quand on a les otages de guerre, on paye une rançon aux gagnants pour qu'ils puissent libérer nos otages de guerre. C'est ça la guerre. Quand on fait une guerre, quand on paye une guerre, on a des otages de guerre. Mais pour libérer nos otages de guerre, on paye une rançon aux gagnants, à celui qui a gagné la guerre, afin de libérer nos otages de guerre. Nous, dans notre cas, qu'est-ce qui se passe? Dans votre cas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des otages de guerre. Vous ne discutez pas pour libérer vos otages de guerre. Vous ne dialoguez pas pour libérer vos otages de guerre. Vous ne menez pas de débat pour libérer vos otages de guerre. Vous n'avez aucun moyen de les libérer. Vous passez votre temps à insulter l'État, à insulter les autorités, à insulter tout le monde. Vous voulez faire quoi de ces otages de guerre? Vous voulez qu'ils meurent en prison? Peut-être que s'ils meurent en prison, là, ça va vous aider à faire des funérailles pour gagner l'argent. C'est tout. Puisque c'est l'argent seulement qui est dans vos têtes. À tel point que quand quelqu'un dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous pensez, vous dites, oh, il a reçu l'argent de Ouattara. Il a reçu l'argent de Ouattara. Elle, c'est Ouattara qui l'a payé. C'est l'argent de Ouattara. On lui a donné l'argent à Ouattara. Si les politiciens donnaient l'argent à ce point-là, vous serez riche. Puisque depuis 15 ans, vous suivez Gbagbo. Si les politiciens donnaient l'argent à ce point-là, mais vous serez riche aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas riche? Comme les politiciens, là, ils donnent l'argent comme ça. Ils balancent l'argent aux gens. Pourquoi vous n'êtes pas riche? Vous avez des otages de guerre. Mais vous n'avez pas l'argent pour payer la rançon. Donc c'est le dialogue. C'est le dialogue. C'est pas le dialogue politique.
C'est par le dialogue social que vous allez faire libérer vos otages. C'est par le dialogue. Mais vous dites que vous voulez la justice. Mais attendez que la justice fasse son travail. Et c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, quand les gens mettent en prison, RIB, vous montrez leurs photos, vous faites ceci. Mais ça vous plaît? Ça vous plaît? Ils sont en prison, peut-être quand ils vont mourir, vous allez gagner l'argent, vous allez faire funérailles. Vous allez aller danser là-bas, funérailles. Sur votre page Facebook, là, tout ce que vous savez faire, là, RIB. RIB. Oh! Ouattara l'a tué en prison, RIB. Oh! Ouattara a fait ceci, RIB. C'est tout ce que vous avez fait. Les prisonniers politiques, là. Les prisonniers politiques. Il faut aller dialoguer. Parce que vous n'avez pas l'argent pour payer la rançon de guerre. Donc, ce n'est pas le dialogue. Vous savez, il y a deux sortes de prisonniers politiques. Comme il y a deux catégories de réfugiés. Il y a ces innocents qui ont été de façon naïve manipulés pendant la crise. Et puis il y a ceux, parce qu'on ne parle pas beaucoup de ça, ceux qui ont gouverné et il y a certains qui ont détourné l'argent de l'État sous Gbagbo. Voilà la réalité dont on ne parle pas. Sous Gbagbo, là, il y a des gens qui ont détourné l'argent des caisses de l'État. Sous Gbagbo, il y a des gens qui ont volé. Ils ont tous ces dossiers-là qui sont là. Mais quand Gbagbo était au pouvoir, on masquait ça. On mettait voilà, scotch dessus pour ne pas qu'on voie. On mettait scotch dessus pour ne pas qu'on voie. Pendant la crise de 2010-2011, il y a des responsables, il y a des hauts fonctionnaires qui ont détruit les institutions du pays. Parce que, comme ils ont perdu le pouvoir, ils ont saccagé les fichiers de l'État. Ils ont saccagé. Quand je vous dis, ils ont détruit les institutions. Parce que comme ils perdaient le pouvoir, pour eux, il faut tout gâter. Ça est dans le dossier de chacun. Ce que chacun a fait, ça est dedans. Ça est dedans. C'est-à-dire qu'on a perdu le pouvoir. Ils ont déchiré les fichiers des fonctionnaires. Comme ça, l'État va être à néant. Il faut détruire l'État, même comme ça, on ne peut plus reconstruire. Mais vous avez fait du mal à qui? Ce n'est pas à Ouattara, vous avez fait du mal. Vous avez fait du mal à vos frères ivoiriens, à nous. À notre histoire. Vous avez détruit notre histoire parce que vous êtes en colère. Mais tout ça là, ça est dans le dossier fichier de quelqu'un, de chacun. Donc quand vous négociez votre entrée avec l'État, c'est écrit, hein, vous signez et les responsables, les représentants signent. On rentre, on s'engage à respecter l'autorité de l'État et à ne pas proliférer des paroles qui vont à l'encontre de la sûreté de l'État. On n'a pas dit ne pas de politiciens. On n'a pas dit ne pas de politiciens. Mais un politicien, ce n'est pas celui qui fait un meeting pour insulter le chef de l'État. Ce n'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Ce n'est pas de faire un meeting pour insulter le chef de l'État. Ce n'est pas ça la politique. La politique, là, quand tu fais un meeting, tu dois proposer à ceux qui t'écoutent que tu peux faire mieux que le chef de l'État. Mais tu ne viens pas pour insulter l'État. Nous vivons en Europe, là. Apprenons aussi à nos hommes politiques, là, de faire mieux la politique, de faire la politique autrement. Donc, il y a des jeunes naïvement, qui se sont retrouvés dans cette politique avec chacun a été manipulé son groupe. Mais le gagnant, il a gagné, il a ses otages de guerre. Le gagnant, c'est Alassane Ouattara. Il a ses otages de guerre. Et vous n'allez pas dialoguer avec le chef de l'État pour pouvoir faire libérer les gens. Mais la grâce présidentielle, on la prend pourquoi? On prend une grâce présidentielle parce qu'on estime que ceux qui sont là en face de nous, dialoguent avec nous, vont dans le sens de la paix, vont dans l'apaisement de la société, vont dans l'apaisement de la population. On estime qu'il est temps, on va signer une grâce présidentielle. On dit grâce. Vous-même, quand vous priez à l'église, la grâce, c'est quand tu fais ta prière. C'est quand tu es saint avec Dieu que tu as la grâce. La grâce présidentielle, on va vous accorder. Pourquoi? Ayons un comportement. Et je n'arrête pas de vous le dire tous les jours. Ça fait au moins 7 ans que je vous répète la même chose. Ayez un comportement. Respectons les institutions de nos pays. On ne vous a pas dit d'aimer Alassane Ouattara.
On dit de respecter les institutions. Ce n'est pas d'aimer Alassane Ouattara. On ne vous a pas demandé. Alassane Ouattara n'a pas dit qu'il veut quelqu'un pour l'aimer. Respectons les institutions de nos pays. C'est ça. C'est la seule chose pour sortir les prisonniers des prisons. Il ne suffit pas de mettre leurs photos partout. Il ne suffit pas de mettre leurs photos partout. J'ai vu mon ami Sam l'Africain qui est en prison. On m'a mis ses photos depuis quelque temps. On n'arrête pas de m'interpeller. Il y a des journalistes même qui m'ont appelé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour Sam l'Africain? Moi, je parlais avec Sam l'Africain. Il y a des gens, sous Gbagbo, là, c'est leur métier. Faire les petits mic-mac organisations pour faire ceci, et puis on vous donne l'argent, ils vont manger, ils vont boire bière. C'est leur métier. Ceux-là, ils encouragent certains responsables politiques à commettre des erreurs politiques. Ceux-là, ils encouragent les hommes politiques à commettre des erreurs politiques. Je dis à mon ami Sam, Sam, moi, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que mon ami est en prison. Enfin, mon frère, ivoirien, il est en prison. Mais, quand on est leader politique, qu'on va à Yopougon, qu'on fait un meeting, le meeting, là, c'est pour sensibiliser la population sur les sujets de société. Ce n'est pas pour insulter le chef de l'État. Ce n'est pas pour insulter son épouse, qui est la première dame. Parce qu'on regarde que première dame de Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle représente toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Donc si tu l'insultes, tu insultes toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est simple comme l'eau à boire. Si tu insultes la première dame de Côte d'Ivoire, tu as insulté toutes les femmes de Côte d'Ivoire parce qu'elle est représentante de la première. Donc vraiment, aujourd'hui, je veux parler à la famille des Sam l'Africain. Même quand on est en prison, quand on est en prison, on peut demander pardon au chef de l'État. C'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Quand on est en prison, on peut parler, on peut demander pardon au chef de l'État. Je vois que la santé des Sam l'Africain se dégrade. Tout le monde partage la photo. Mais qui fait la démarche d'aller parler aux autorités pour leur dire pardonnez, sortez Sam de prison? Je vois une image. Moi, je vais vous dire sincèrement. Je pense que vous n'aimez pas les prisonniers en réalité. Les prisonniers, là, vous ne les aimez pas en réalité. C'est juste pour faire du buzz médiatique ou du buzz de Facebook. Vous prenez une image du chef de l'État qui est en prière et vous collez l'image de Sam l'Africain à côté. Vous collez l'image de Sam l'Africain qui est convalescent, qui est malade, qui est couché dans sa cellule, et vous mettez l'image du chef de l'État qui est en prière. Et vous mettez, c'est vendredi, ça veut dire, vendredi, chez les musulmans, c'est un jour saint. Moi, j'ai eu une question à nous poser. Vous attendez quoi du chef de l'État? Vous attendez quoi du chef de l'État? Vous qui faites ces montages-là, vous attendez quoi du chef de l'État? Qu'il soit fier de vous, qu'il libère Sam l'Africain. Vraiment, mes frères, soyons beaucoup plus intelligents que ça. Soyons beaucoup plus intelligents que ça. Quand tu as un frère qui souffre, va dialoguer pour le sauver. Quand tu as un frère qui souffre, va dialoguer pour le soulager. N'insulte pas celui qui est capable de le sortir de prison. Vous voyez? Et c'est ça qui est important. Vous êtes toujours dans l'injure. Dans l'injure, dans l'insolence. Vous n'aidez pas les gens qui souffrent. Vous n'aidez pas les prisonniers. Vous ne les aidez pas. Vous ne les aidez pas. Excusez-moi, j'ai ma sauce. Oui, mais les gens, tout le monde est cramé. Oui, mais ça va. Tu touches à rien là-bas? Oui. Non, mais
tu charries. Voilà. Voilà, quand on est un peu en retard, quand on entend de faire, on est à la cuisine en même temps, donc ça donne un peu de lever, aller jeter un coup d'œil pour ne pas... Je n'ai pas fait comme la camarade des assos qui a brûlé ses beaux flottos au passage. Voilà, donc c'était juste un clin d'œil à mon frère Zasso. Donc, aider les prisonniers qui sont en prison, il faut les aider. Il faut vraiment les aider. Pour les aider, il faut dialoguer avec l'État. Mais si vous ne dialoguez pas avec l'État, vous ne faites rien, vous ne plaidez pas. Il faut plaider pour aider, pour obtenir la grâce présidentielle. C'est pour ça que je fais appel à la famille des Sam l'Africain. Je fais appel à la famille des Sam l'Africain. Je fais appel à la famille de tous les prisonniers, politiques et non politiques. Je fais appel à vos familles. C'est vous qui êtes dans les prisons, c'est vous qui souffrez. C'est vous qui êtes enfermés et qui n'avez pas de liberté. C'est vous qui êtes oubliés. Et c'est vous qui souffrez. Et c'est vos familles à l'extérieur qui souffrent. C'est vos familles à l'extérieur qui en piétinent. C'est vos enfants qui en souffrent. Je demande à vos familles, de façon fraternelle, de façon humaine, je demande à vos familles de faire une délégation et d'écrire aux autorités, d'aller rencontrer les autorités ivoiriennes, de demander une audience au chef de l'État. Allez-y voir le chef de l'État. Plaidez pour vos familles, pour vos époux, pour vos enfants. Parce que c'est vous qui souffrez en réalité. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont à l'extérieur, ils ne souffrent de rien. Ils n'ont pas leurs parents en prison. Quand tu as ton parent en prison, on sait ce qui se passe dans les prisons. On connaît les prisons africaines, ce qui se passe dans les prisons. Tu veux juste la liberté pour ton parent. Ne suivez pas ceux qui vous manipulent, qui attendent d'arriver à Abidjan pour vous donner 5 000 francs, ou bien d'autres qui veulent coucher avec les femmes de prisonniers pour pouvoir leur donner de l'argent. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ça fait 7 ans que vos familles sont en prison. Ils ont fait quoi pour vous et pour vos familles? Ils ont apporté quoi? Quelle solution ils ont apporté à vos familles? Rien. Des gens qui ne peuvent même pas vous aider ni aider votre famille. Qu'est-ce qu'ils vont apporter à un pays? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à un pays? Allez-y, on peut être en prison et écrire lettre pour demander pardon. On peut être en prison et puis écrire lettre pour envoyer un chef de l'État. Adressez-vous au chef de l'État. Adressez-vous au chef de l'État. C'est lui seul qui peut signer la grâce présidentielle. Vous pensez que c'est Gbagbo qui est en prison qui va signer une grâce présidentielle? Lui-même là, est-ce qu'il a signé sa propre grâce pour sortir de prison puis il va signer pour vous? Est-ce que c'est l'opposition qui va signer une grâce présidentielle? C'est les responsables politiques qui vont signer une grâce présidentielle? C'est le chef de l'État qui signe grâce présidentielle. Adressez-vous au chef de l'État. Écrivez-vous à cœur ouvert. Parlez au chef de l'État. Vous êtes ses compatriotes. Le chef de l'État se doit d'écouter tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Tout en sachant s'adresser au chef de l'État, à l'institution. Adressez-vous au chef de l'État. Les gens meurent dans les prisons, les gens pourrissent vivants dans les prisons. Vous mettez leurs photos, vous mettez ribes, vous mettez leurs plaies. Vous ne pouvez rien leur apporter. Qu'est-ce qui vous plaît comme ça? Qu'est-ce qui vous plaît quand vous mettez la souffrance de ceux qui sont dans les prisons alors que vous ne pouvez pas leur apporter une petite solution? Vous ne pouvez rien leur apporter. À part des ennuis, vous ne pouvez rien leur apporter. Sur le plan humain, vous ne pouvez rien. Sur le plan social, vous ne pouvez rien. Sur le plan sanitaire, vous ne pouvez rien. Sur le plan alimentaire, vous ne pouvez rien. Alors, qu'est-ce qui vous fait plaisir à ce point? Le fait qu'il dure longtemps en prison et qu'il meurt en prison, vous allez mettre RIB sur votre page Facebook. Vous allez organiser funérailles. Allez-y vous adresser. Ces personnes ne vont jamais vous aider. Ils ne seront jamais là pour vous ni pour vos enfants. Adressez-vous au chef de l'État. Adressez-vous au chef de l'État. C'est votre président. Le chef de l'État se doit d'écouter tous les citoyens ivoiriens. Écrivez une lettre envoyée au chef de l'État. Par courrier.
la collectif des familles des prisonniers. Écrivez, demandez une audience. Quand vous envoyez la lettre, là, soyez que la lettre soit publique. Vous la publiez dans les journaux pour dire on a écrit au chef de l'État, on demande audience famille des prisonniers politiques. Je vous assure qu'Alassane Ouattara va vous recevoir. Il va vous recevoir. Empruntez le chemin du dialogue, le chemin de du bon sens. Ce chemin que vous avez emprunté depuis où on met les collectifs des prisonniers ensemble et puis vous faites une histoire petite politique politicienne là. Vous êtes face à un mur. Vous n'avancez pas, mais vous êtes arrêté devant le mur. Vous tournez en rond, vous pensez que vous avancez, mais le mur est devant vous. Vous n'avez même pas de perceuse pour percer le mur. Changez de trajectoire. Faites demi-tour. C'est comme ça la vie. Quand tu avances, tu avances. Quand tu ne trouves pas le chemin, tu reviens sur tes pas. Pour dire pourquoi tu ne trouves pas le chemin. Reviens sur tes pas. Voyez, c'est ce que je voulais dire à propos des prisonniers politiques. Je vais dire à propos des prisonniers politiques. La paix, elle se construit dans son ensemble. La construction de la paix, c'est dans son ensemble. Allez-y, allez-y. Faites-le. Faites-le. N'attendez pas quand on a une seule vie, on n'en a pas deux. Si tu peux sauver une vie, sauve une vie. N'aimez pas faire à une vie. C'est ça notre rôle de citoyen. Nous ne devons pas encourager les gens à mourir dans les prisons. Non. Notre rôle, c'est de les aider à être libres. Alors empruntons le chemin de la liberté. Le chemin de la liberté se trouve dans la paix. Allons-y à la paix, à la construction de la paix. Allons-y à la construction de la paix. La paix est une initiative. La paix est une démarche. La paix est une volonté d'hommes et de femmes. De bon sens, de raison. Houphouët-Boigny l'a dit. La paix n'est pas un vain mot. La paix est un comportement de chaque citoyen. La paix est un comportement de chaque citoyen. Le comportement de chacun, le bon sens, la raison, la volonté, l'initiative. Quand on met ensemble, on reçoit une paix formidable, une paix stable, une paix durable pour notre pays. Que chaque citoyen que vous êtes, chacun dans son coin, chacun dans son lit, quand il ferme les yeux, pensons à la Côte d'Ivoire, à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Quand chacun ferme ses yeux, quand il est seul avec lui-même, son esprit, son âme, qu'est-ce qu'il souhaite vraiment pour son pays? La guerre ou la paix? La guerre ou la paix? Que chacun puisse apporter son grain de sable de paix à la Côte d'Ivoire. Notre pays en a besoin. Notre pays a souffert. Et nous ne pouvons pas souhaiter encore la souffrance à notre pays. Mes frères et mes sœurs, voilà l'échange que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous les Ivoiriens, tous ces Africains qui se sont connectés, qui ont pris de leur temps pour m'écouter. Merci à ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, mais qui ont écouté quand même. Merci à tous ces Ivoiriens, à toute cette majorité silencieuse. Merci à tous ces citoyens de la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de tous. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ces citoyens de la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ces Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils. La Côte d'Ivoire a besoin de toutes ses filles. La paix se construit dans la douleur. La paix se construit dans la souffrance. Ceux qui souffrent, ceux qui ont souffert assez hier, n'ont plus envie de souffrir aujourd'hui. Alors apportons-leur la paix. Merci à tous. Merci à tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Et bon week-end à vous. À bientôt. À bientôt.